C'est ta troisième BD sur 14-18. Est-ce que c'est un hasard de commande ou un choix personnel? Les deux. Les deux, c'est en fait, on va dire d'une façon pratique, oui, ça tient plus lieu de la commande, puisqu'en fait c'est l'éditeur qui est venu me chercher, sachant que j'avais déjà commis une série sur le sujet, enfin, autour de 14-18. Et après, quand je dis les deux, c'est que en général, si je fais quelque chose, c'est que ça me plaît, quoi. Donc le scénario me plaisait. On m'avait déjà proposé un sujet que j'ai refusé. Et puis on m'a proposé celui-ci et quand je m'y retrouvais, j'ai dit oui. Ça signifie pour toi, quand tu fais un projet, je parle de ceux de 14-18, Ouais. il faut qu'il y ait pas forcément une idéologie, mais une idée derrière qui te convienne, une utopie. Oui, j'aime bien les trucs un peu engagés, on va dire, enfin, qui ont du sens. Maintenant, comme s'il y a quand même une part artistique, s'il n'y a pas d'empathie sur le sujet, ça se ressent au niveau du dessin, au niveau de l'ambiance, etc., quoi. Donc pour toi, dessiner sur 14-18, c'est pas un travail d'historien véritablement, c'est un travail de citoyen, plutôt une chose comme ça? Oui, comme je disais, c'est l'histoire avec un grand H. Moi, je suis pas un spécialiste, c'est pas le truc qui me botte a priori. Par contre, si ça permet un petit peu de voir l'homme avec un petit H, le citoyen, l'individu lambda, et des histoires qui vont avoir un impact sur la vie de tous les jours ou l'inverse, ouais, ça m'intéresse. Ouais. Et puis en général, je trouve avec l'expérience que quand on rentre dans l'histoire par des petites anecdotes, souvent ça a beaucoup plus de sens que de parler de bataille ou de la vie des généraux ou des trucs comme ça, quoi. La couverture du bouquin La Photo Midi, Ouais. elle rappelle certaines scènes du Sentier de la Gloire, justement. Oui, on nous l'a dit, mais c'est pas fait exprès. C'est pas fait exprès. Parce que c'est un film que je connais pas très bien, enfin, que j'ai vu mais il y a très longtemps. Donc c'est pas fait exprès, non. Tu as toi-même l'accent du Sud, puisque tu viens des Pyrénées, je crois. Oui. Dans la première BD qui s'appelle Pour un peu de bonheur, donc le personnage vient des Pyrénées. Oui. Dans La Photo Midi, là c'est plus une commande du Conseil général des Bouches-du-Rhône, tu disais. Oui, c'est ça. Mais par contre, on est quand même dans le Sud. Ouais. Est-ce que tu retrouves une identité du Sud par rapport à tous ces sujets-là Pas vraiment. Enfin, il y a deux choses. Pour un peu de bonheur, justement, donc ça se passe dans les Pyrénées. En fait, dans l'histoire, il se trouve qu'il y a un sniper qui a besoin de se cacher dans des... Enfin, la garrigue, par exemple, aurait été idéale. C'est ce qu'avait préconisé le scénariste au départ. Et puis, j'avais envie quand même de bien bosser le truc au niveau des paysages et tout ça. Et j'ai proposé au scénariste que ça se situe dans les Pyrénées, que je connais bien, effectivement. Donc j'ai fait mon petit reportage photo, croquis, etc. Et c'est vrai que des vallées de montagne, ça répondait à l'intrigue, à la nécessité de l'intrigue, c'est-à-dire des paysages qui occasionnent des caches pour un sniper, comme la garrigue par exemple. Bon. Par contre, pour La Photo Midi, alors, ça me fait rigoler parce que ça se passe c'est un contingent, le 15e corps, des Provençaux, c'est Marseille. Marseille et Toulouse, c'est pas tout à fait la même chose. Mais c'est vrai que l'éditeur m'a dit ça va te plaire, toi qui es du Sud. Oui, c'est Strasbourg, Besançon, c'est pas tout à fait la banlieue, quoi. Mais bon, on fait souvent cette agrégation, bon, c'est pas grave. Quelle part de fiction dans une BD sur 14-18? Est-ce qu'il y a beaucoup de travail d'archives, de recherche? Par exemple, je voyais page 8, je connais Nancy, j'ai fait mes études. Ouais. Page 8, il y a un bâtiment que j'ai pas reconnu. Ouais. Ça, j'ai pas reconnu ce bâtiment-là. Ah oui, parce que celui-là, il est complètement fictionnel. D'accord. C'est le seul d'ailleurs. D'accord, ok. Alors, c'est pas à Nancy. Celui-là, c'est pas à Nancy. Parce que les régiments étaient garés en Lorraine. C'était les premières batailles de Lorraine, de Metz, Nancy. Et effectivement, on a essayé de bosser, soit le scénariste m'a filé de la doc, des vieilles cartes postales, des photos qu'il avait, soit en général, je me débrouille à chercher sur Internet, qui est quand même un média assez puissant maintenant pour ça. Même s'il faut se méfier, parce que c'est souvent des données, c'est des gens qui donnent des infos personnelles. Donc ça peut être source d'erreur, si on ne fait pas attention, si on ne vérifie pas.
Donc là, en l'occurrence, j'ai demandé à un site de collection de cartes, de vieilles cartes anciennes. Et j'ai trouvé mon bonheur là-dessus, avec son accord évidemment, parce que bon, c'est la moindre des choses. Après, après, au niveau documentaire, il faut aussi aller sur place. Bon, Nancy, je connaissais un petit peu. Les vues de Marseille aériennes, ça a été un peu galère. Parce qu'il faut faire fi des abstractions des choses les plus récentes. C'est franchement pas évident. D'ailleurs, on s'est planté au départ pour l'anecdote, c'est-à-dire qu'il y a une vue au moment de l'embarquement des troupes, de la mobilisation. Ils prennent le train à Marseille et il y a un magnifique monument avec l'escalier monumental de la gare de Saint-Charles à Marseille, qui a été construit en 1920 et quelques. Et on s'en aperçut avant qu'il soit publié de toute façon. Donc on a fait la modification. Mais même le scénariste historien n'avait pas fait attention à ce détail qui battait une grosse bourde en fait. Donc, voilà. On sait aujourd'hui que beaucoup de récits de guerre n'étaient pas tellement pacifistes pendant la guerre, hein. Beaucoup des gens qui ont écrit des romans, en fin de compte, c'était plutôt dans l'héroïsation, et que les romans pacifistes sont plutôt après, pour une grande partie. Est-ce qu'il n'y a pas du coup un décalage entre les œuvres d'aujourd'hui, souvent à portée pacifiste, et le sentiment dominant dans les tranchées à l'époque? Évidemment, oui. Moi j'ai la sensation, une fois de plus, je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas historien. Mais j'ai la sensation, moi ce qui me plaît là actuellement, on est dans le centenaire et tout ça, c'est qu'il y a de plus en plus de commémorations qui se veulent un petit peu moins militarisées ou patriotisées, je ne sais pas si les termes existent, mais peu importe. C'est-à-dire qu'on va effectivement plus parler, à l'occasion de ce centenaire, non pas des faits héroïques, mais des petites histoires qui étaient finalement le quotidien des poilus ou des femmes laissées à la maison ou des conséquences après-guerre. L'histoire, pour un peu de bonheur, c'est l'histoire d'une gueule cassée. Ça ne se situe pas en 14-18, ça se situe en 19 et 20. Mais on parle du sujet, indéniablement, ça c'est certain. On a compilé pas mal de docs. Alors je parlais de docs papier ou iconographiques, mais évidemment on consulte quelques bouquins, quelques films. Donc il y a les fragments d'Antonin qui m'avaient marqué, moi. C'était l'histoire d'un gars qui devenait fou suite à des bombardements. L'histoire de la gueule cassée, on peut penser effectivement à la chambre des officiers, par exemple. C'est vrai que je l'ai vu plusieurs fois. Mais c'est des films qui parlent des conséquences en fait de la guerre, plus que de la guerre de tranchées elle-même. Je lis assez peu de littérature sous forme de romans. Je lis beaucoup de petits ouvrages ou de presse, oui, ça oui, et de BD forcément. Et ça veut dire aussi que dans la BD, on s'accorde à toucher n'importe quel sujet de plus en plus en profondeur. Donc c'est aussi informatif que plein d'autres supports. On découvre dans cette BD la photo Midi, tout un mépris pour les soldats du Midi, accusés de lâcheté au combat au moment où on parlait de l'union sacrée. Ce mépris s'exprime sur tout un ensemble d'anecdotes, donc le refus de les soigner, de les servir au café. Quelle est la part de réalité dans les anecdotes? C'est pas tellement parce que les faits, tu dis qu'ils sont des faits réels. Par contre, les faits, les petites anecdotes au bar, etc. Tout est vrai, même si on s'est permis de les condenser. On n'est pas certaine de certaines phrases, mais tout a un fondement. Alors, pour l'anecdote du café, justement, effectivement, on refuse de les servir parce qu'ils sont du Sud et que la presse s'est emparée du truc et a dénoncé la lâcheté des gens du Midi. Donc c'est dans un café dans l'Est, en Lorraine, et ça devait être une fiction. Et l'historien, le scénariste, s'est aperçu après, il a
consulté des archives et il a retrouvé ça. Il a retrouvé, alors c'était pas exactement le même corps, le même village, mais effectivement il y a une lettre d'un poilu qui est du sud-est, et qui raconte que parce qu'il était du Midi, on a refusé de le servir. D'accord. Voilà. Donc du coup ça rejoint la réalité. Oui, oui, mais tout ce qu'on raconte est vrai, même si il est, le support de la BD est souvent contraint par des histoires de pagination, 46 pages, etc. On est un peu obligé de sabrer. Donc effectivement, on a peut-être la sensation que la fiction peut prendre une certaine place. Tout ce qu'on raconte est vrai. Maintenant, ça mériterait à être développé, certes, mais tout ce qu'on raconte est vrai. Ouais. D'accord. Alors cette affaire, elle apparaît pas ou peu dans les livres d'histoire. Personnellement, je ne la connaissais pas du tout. Elle n'est pas connue. Donc, comment on peut expliquer ça? Est-ce qu'il y a encore une poursuite de ce mépris? Oui, en fait, moi non plus, je connaissais. Enfin, je savais qu'il y avait cette défiance vis-à-vis des gens du Sud. Que ça finisse de façon tragique à ce point-là, je ne savais pas. Que ça avait occasionné des conseils de guerre et tout ça, mais qu'il y a eu des fusillés pour l'exemple, ça je ne savais pas. En fait, ce qu'a l'habitude de dire l'historien, c'est que tout ce mal-là, ce mépris a été enraciné depuis bien bien longtemps. En fait, on est toujours le sudiste de quelqu'un, et c'est toujours d'actualité. Il y a eu des théories sur la morphologie des boîtes crâniennes, etc. Et bon, le plus parlant, c'était l'époque de Tartarin de Tarascon. Et on a effectivement plein de caricatures et d'a priori qui ont eu la vie dure à ce moment-là. Et ce conflit-là est tombé au mauvais moment, quoi, en fait. Mais effectivement, c'était assez dur. Ouais. Ça peut paraître caricatural quand on lit ça, mais bon, il faut penser qu'on était dans une époque où les médias n'étaient pas les mêmes, qu'on se contentait de lire la presse, pas de télé, pas de radio, et que ça mettait du temps à être propagé dans la population, et ça veut dire aussi qu'il y avait le téléphone arabe, et des formations des propos, etc. etc. Donc que ça en arrive à des images peut-être un peu exagérées ou caricaturales comme celle-ci, c'était vrai, quoi. Est-ce que ça signifie aussi que la BD, là, ici, l'art en général, mais là, ici, la BD, a encore des nouveaux messages à passer? Là, c'est sur 14-18. Oh, énormément, ouais. Énormément. J'en veux pour preuve La vie d'Adèle de Keshish, qui a été. Donc, c'est un film qui a reçu un prix à Cannes l'an dernier, je crois. Bon, c'est d'abord une BD à succès. C'est la couleur bleue ou bleu est une non, la couleur bleue, je crois. Et la BD à l'heure actuelle, oui, traite de plus en plus de sujets, j'allais dire, non seulement pour un public, tout public, sous-entendu un peu plus adulte, on va dire. Elle sort un petit peu de ses prérogatives Tintin, Hergé, Astérix et compagnie. Et maintenant, la BD touche vraiment de tout, et à tout, avec une gravité qui peut aller très loin. Ouais. D'ailleurs, ce qui se développe de plus en plus, c'est la BD reportage. Donc c'est signe qu'on peut vraiment toucher à tout et dénoncer des choses. Alors ce projet de la photo midi, il est soutenu par les archives départementales des Bouches-du-Rhône, le Conseil général des Bouches-du-Rhône. Oui. Est-ce que ça signifie qu'aujourd'hui encore, il y a la nécessité d'une solidarité régionale pour passer cette mémoire face au reste de la nation?
Est-ce que ça veut dire qu'il y a une espèce d'identité forte Je sais pas. Comme tu le soulignais tout à l'heure, je pense qu'en fait, ça a été aussi... Même l'historienne dit que ça a été une surprise de découvrir ce sujet. C'est un gars qui compile les archives, hein, c'est son métier. C'est quelque chose qu'il a trouvé il y a pas mal d'années déjà. Et puis à force de le retrouver à droite, à gauche dans ses lectures, il s'est intéressé au sujet. C'est vrai que même les gens du Midi, ils n'ont pas peine à croire au sujet. Mais c'est vrai que même lors de l'exposition, il y a des gens qui nous ont dit mais c'est étonnant. Ben oui, c'est étonnant, oui, c'est vrai. Mais je ne pense pas qu'il y ait eu... que ça soit une volonté de la région de porter au nu ce truc-là. Ça a été une surprise. Et effectivement, comme la surprise était grande, ils ont voulu le soutenir. Oui. D'accord, ouais. D'identité régionale, enfin là on parle des provinciaux, mais il y a aussi il y a différents corps du sud-ouest toulousain dont on n'a pas parlé. Voilà quoi. Mais ce qui nous intéressait, c'était, pour moi, enfin en tout cas, si j'ai défendu ce projet, c'est parce que on parlait d'exclusion, de racisme. Moi, j'aime bien parler de ces trucs-là. Ouais. D'accord. À l'heure actuelle, moi, la chose politique m'intéresse. Et c'est vrai que des petites piqûres de rappel de ce type-là, par rapport à la chose politique actuelle en France ou en Europe, pour ne parler que de ça, c'est bien de le rappeler, ouais. Parce que ça a du sens, c'est toujours d'actualité. Ces préjugés-là sont toujours d'actualité, à mon avis. Laurent Galandon, le scénariste, voulait parler des femmes restées chez elles, sachant qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées là-dessus. La France était très rurale, donc les hommes à la maison c'était vachement important. Il y a eu quantité de morts pendant cette guerre-là, donc il y a... Voilà, et puis ensuite, ça a basculé un petit peu dans ce qu'il voulait faire. Et tout en parlant du sujet, en fait, on parle aussi surtout d'une gueule cassée qui a du mal à revenir au pays. Quoi. Enfin, physiquement, il y est, mais on le traite de héros alors qu'il a perdu la moitié de son visage, qu'il a perdu tous ses potes. Et puis, il perd sa femme et son fils parce qu'il a du mal à retrouver sa place d'époux, quoi. Que ce soit lui ou son épouse ou son fils. Il a du mal d'abord à le reconnaître comme étant son père. Ouais. Bon, il y a plein de... Tout ça c'était très compliqué. C'est une fiction, mais elle a des racines dans la réalité. Oui, vas-y. Justement sur cette page, on voit l'hôpital du Val-de-Grâce par rapport à la question de la documentation. C'était... Donc j'y suis allé. Et j'ai vu les archives par rapport aux gueules cassées. Je voulais avoir quelques précisions, non pas physiques, mais psychologiques. Et déjà d'une, on m'a montré les photos le matin. Il valait mieux que ce soit le matin que l'après-midi, parce que c'était assez hard. Et après, justement, par rapport à cette dimension de retrouvailles, de retour à l'intime, c'est le terme qu'on utilise beaucoup avec le scénariste. J'ai eu des discussions avec le colonel chargé des archives et c'est vrai que c'est étonnant, quoi. C'est vraiment étonnant tout ce qui a pu se passer. Il y a quantité de familles qui n'ont jamais reçu ou vu la tombe du défunt, que ce soit un frère, un époux, un fils, un oncle, etc. Mais qui étaient persuadés, qui sont allés voir dans des hôpitaux des gens qui avaient perdu la mémoire, etc., dont ils avaient plus, c'était des soldats inconnus, quoi. Et qui ont été reconnus par la famille en disant non, c'est le nôtre. Mais des familles comme ça qui ont dit ça, sur le même individu, il y en avait des dizaines, parce qu'ils refusaient le deuil, en fait. C'est hallucinant le nombre de gens qui ont refusé le deuil, et pour cause. Mais il faut penser, il y a eu des millions de morts. Jean-Yves Le Naour, là, le scénariste de la photo Midi, donc l'historien, a commis une autre BD basée sur un fait historique qui s'appelle Le soldat disparu vivant. Et en fait, c'est ça, c'est un gars qui a perdu la tête suite à un bombardement et qui est plus capable d'émettre le moindre son, la moindre parole, etc. Qui est interné. Et ça dure mais des décennies, quoi.
Et il meurt d'ailleurs dans l'asile courant 39-45 de malnutrition parce que c'est les SS qui ont pris possession du bâtiment et bon, les fous, tout ça sont traités comme des tarés, des animaux et il meurt de malnutrition en fait. Mais dans son histoire, il raconte, et il n'y a absolument rien de faux, hein. C'est toute une enquête comme ça qui durera presque 20 ans et où les familles se sont succédées, les enquêtes ont montré qu'il était mort, puis non, puis... et à chaque fois, les gens se pointaient en disant « c'est lui », mais non madame, d'après les papiers militaires de votre mari ou votre fils, il mesurait 1m58, lui il fait 1m74, c'est pas possible. Ou alors des cicatrices qui ont disparu. Parce que qu'il y ait de nouvelles cicatrices, c'est pas un problème. Mais que certaines aient disparu, c'était un peu plus compliqué, quoi. Et c'est étonnant que les gens voilà, soient confrontés à des choses flagrantes comme ça, la corpulence. Enfin, je sais pas, quand on vit avec quelqu'un, on connaît ses mains, ses pieds, c'est tout un tas de trucs comme ça, même s'il a été absent des années sur les combats. Mais qu'il y ait eu un acharnement, une crédulité comme ça des gens, c'est fascinant, quoi. Ouais, parce qu'on était dans un autre contexte, je parlais de population rurale, c'était vachement important. Et puis il y en a qui voulaient aussi les indemnités, faut pas... Allez, il y en a qui étaient un peu malins là-dessus. Cette photo a servi à cette vignette, celle-là, celle-ci. D'accord. Et ça, c'est des photos qui viennent de où donc, ça, tu dis ? Alors ça, c'est des photos qui viennent d'un petit village que je connais bien, dans les Pyrénées. D'accord. Pas loin de Tarascon-sur-Ariège, Foix. Alors, bon, là, tu as l'original de la couverture du 2. Et puis après, il y a quelques recherches. Donc tu travailles sur ce format-là, c'est ça ? C'est ouais, du travail, ça ? Non, les planches, elles sont 2 fois plus grandes que ça. Oui. Par exemple, ouais, voilà, Félix, il y a quelques recherches comme ça. Voilà, ça c'est intéressant à voir. Avec ou sans masque, on l'a ici. Sachant que le but c'était... On l'a jamais montré en entier dans la BD, mais c'est volontaire. C'était pas... Nous on voulait pas faire du spectaculaire, on voulait faire du psychologique. D'ailleurs dans le 2, il enlève son masque par exemple, mais on voit que le dessus. Alors, on voit que les 2 yeux, quoi. Mais là par exemple, si j'ai un original, j'en ai même 2, tiens. En BD, l'original il compte assez peu, le résultat c'est ce qui sera imprimé. D'accord. Donc on se permet de refaire des petites modifs soit par Photoshop, soit on cache assez grossièrement comme je l'ai fait avec du Blanco, soit on fait ce qu'on appelle des rustines, c'est-à-dire on redessine la partie qui ne nous intéresse pas et on découpe et on colle. Voilà. Comme une rustine. D'accord. Pour un vélo. Et puis voilà, l'intégration des textes, du coup, donc tu dessines d'abord, il adapte le texte ou c'est l'inverse ? Non, moi je fais le texte est censé, enfin ça dépend des scénaristes, mais là en l'occurrence, l'expérience que j'ai, quand leur dialogue est pondu, en général il n'est pas voué, ils en sont assez contents, mais c'est pas voué à changer, quoi. Donc moi j'intègre les dialogues dans les bulles. Donc je dessine les bulles en fonction du volume de texte. Il faut que je prévoie la place et les endroits des bulles et que ça ne cache pas trop de dessins, etc. Par exemple ici, voilà, il fallait que normalement une bonne vision c'était remonter un peu les personnages, mais là je les ai descendus parce que le texte prenait de la place au-dessus, quoi.